Voici le chapitre 12 qui s'intitule La réaction inflammatoire aiguë, qui est également appelée réaction immunitaire innée. Dans ce chapitre, on va répondre à notre problématique qui est qu'est-ce que la réaction inflammatoire et quels sont les mécanismes de cette réaction inflammatoire. Premièrement, quand on parle de réaction inflammatoire, on va toujours avoir 4 symptômes stéréotypés qui sont la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. Nous expliquerons tout au long de ce chapitre pourquoi nous avons ces symptômes-là lors d'une réaction inflammatoire. Nous pouvons tout de suite rappeler que la réaction inflammatoire est due à des micro-organismes pathogènes. Vous en avez quelques exemples ici. Petit rappel, un micro-organisme pathogène, ça veut dire qu'il crée des maladies. Mais pour information, on peut aussi avoir une réaction inflammatoire avec ces 4 symptômes, rougeur, chaleur, gonflement, douleur, dans le cas d'agression de l'organisme par un autre facteur que des micro-organismes. Ça peut être les cancers, ça peut être tout simplement un frottement. Mais nous, évidemment, dans ce chapitre, on va se concentrer sur la réaction inflammatoire, la réaction immunitaire innée en cas d'infection par un micro-organisme pathogène. Une réaction inflammatoire, elle a un aspect inné. Comment le démontrer ? Eh bien, vous avez à l'écran une expérience. On a pris des embryons de poissons-zèbres qui n'avaient jamais rencontré de micro-organisme. Et on va leur injecter des bactéries. Donc ça va être la première rencontre avec un micro-organisme pathogène. Et on va se rendre compte, en observant ces embryons, qu'après 20 minutes, on va observer l'arrivée de cellules immunitaires, des cellules dites phagocytes, qui vont venir phagocyter les bactéries, qui vont venir manger, si vous préférez, les bactéries. Donc cette expérience, elle démontre qu'il n'y a pas besoin d'apprentissage pour réaliser la réaction inflammatoire, puisque là, les phagocytes n'avaient jamais rencontré de bactéries, jamais rencontré de virus, et pourtant, ici, ils ont su réagir tout de suite. Et justement, deuxième caractéristique de cette réaction inflammatoire, c'est que c'est la réaction immunitaire la plus rapide. Ici, il a fallu 20 minutes pour que se mette en place l'arrivée des phagocytes. Donc, pas d'apprentissage au préalable, elle se fait ainsi, et elle se fait rapidement. On verra dans le chapitre suivant la réaction adaptative, où on verra que la réaction immunitaire est plus lente à se mettre en place qu'une réaction innée, et qu'au contraire, celle-ci aura besoin d'un apprentissage. Mais nous en reparlerons dans le chapitre 13. D'un point de vue évolutif, cette immunité innée, cette réaction inflammatoire, est-ce qu'on la retrouve dans différents groupes ? Eh bien oui, si on regarde les différentes espèces, les différents groupes, on va pouvoir se rendre compte que l'immunité innée est très répandue. On la trouve chez des organismes très variés, ce qui va nous permettre d'en conclure que l'immunité innée est apparue très tôt dans l'évolution et a donc été transmise aux différentes espèces. On verra de même dans le chapitre suivant que l'immunité adaptative, la deuxième réaction immunitaire, est une réaction qui est apparue plus tardivement dans l'évolution. Mais nous en reparlerons encore une fois dans le chapitre 13. Maintenant, rentrons au cœur de la réaction inflammatoire. Comment cette réaction inflammatoire se déroule ? Vous aviez un TP où vous aviez une analyse sanguine. Le but était de rechercher à travers cette analyse sanguine comment démontrer qu'une infection était en place. Vous avez pu comparer les valeurs de référence avec les valeurs de votre patiente et vous avez pu vous rendre compte que les cellules typiques d'une réaction immunitaire en cas d'infection, ce sont ce qu'on appelle les leucocytes, qu'on appelle également les globules blancs. Parmi ces globules blancs, il y a différents types de cellules. Ici, on vous a représenté sur l'analyse sanguine quelques exemplaires de ces cellules immunitaires, polynucléaires, lymphocytes, monocytes. Ici, nous avons
une réaction inflammatoire. Et vous avez pu constater que dans le cas de la réaction inflammatoire de notre patiente, les globules blancs, les leucocytes qui interviennent, ce sont les polynucléaires neutrophiles, qu'on appelle également granulocytes, mais aussi les monocytes. Nous allons expliquer à quoi servent ces cellules lors de la réaction inflammatoire. Avant même de parler de ces granulocytes et de ces monocytes, on va déjà parler des premiers globules blancs qui interviennent dans cette réaction inflammatoire. Les premiers globules blancs qui interviennent dans la réaction inflammatoire, ce sont ce qu'on appelle des cellules sentinelles. Ce sont des cellules, il y en a plusieurs types, par exemple, quelques exemples de cellules sentinelles, il y a les cellules dendritiques, les mastocytes, les macrophages. Bref, si vous préférez, les cellules sentinelles, c'est une grande famille dans laquelle il y a plusieurs types de cellules. On va donner le nom à cette grande famille de cellules sentinelles. Pourquoi cellules sentinelles? Car ces cellules vont patrouiller en permanence à travers les tissus. En patrouillant, elles vont rechercher d'éventuels pathogènes. Comment faire pour reconnaître un pathogène? Eh bien, les cellules sentinelles ont à leur surface des récepteurs qui s'appellent les récepteurs PRR. Ces récepteurs PRR sont capables de reconnaître à la surface des pathogènes ce qu'on appelle des PAMP, P-A-M-P, qui sont des récepteurs également. Les récepteurs PR vont pouvoir se fixer au PAMP. Si jamais il y a une fixation, ça veut dire que la cellule sentinelle a reconnu une cellule pathogène. Comment les cellules sentinelles réagissent à partir du moment qu'elles ont reconnu un agent, un micro-organisme pathogène? Vous aviez ce document en TP, on va le reprendre. Ici, vous avez une cellule, on reconnaît bien son noyau, on voit la membrane et à l'intérieur, on voit du cytoplasme avec différents contenus, différents granules cytoplasmiques. Donc ici, on a une cellule sentinelle qui n'a pas détecté encore de micro-organisme. Par contre, si on regarde à droite, on a la même cellule sentinelle, mais cette fois-ci qui a détecté le micro-organisme pathogène. On va pouvoir se rendre compte que les granules cytoplasmiques, qui étaient bien contenus dans le cytoplasme, vont être libérés à partir du moment que le micro-organisme pathogène a été détecté. Et dans ces granules, on va avoir ce qu'on appelle des médiateurs chimiques de l'inflammation. Même principe, les médiateurs chimiques de l'inflammation, c'est un nom qui va regrouper différentes molécules, comme par exemple histamine ou encore TNF. Mais encore d'autres médiateurs chimiques existent. L'idée, c'est de retenir cette grande famille de médiateurs chimiques de l'inflammation qui vont être libérés en cas de détection d'agents pathogènes par les cellules sentinelles. Mais du coup, on vient de dire qu'il y avait des médiateurs chimiques de l'inflammation. Quelles sont les actions de ces médiateurs chimiques de l'inflammation? À quoi servent ces médiateurs chimiques de l'inflammation? On va commencer par l'histamine. À gauche, vous avez une coupe de peau qui n'a pas été infectée, qui n'a pas été contaminée puis infectée par des micro-organismes pathogènes. À droite, vous avez cette même coupe de peau, mais cette fois-ci, cette peau a été infectée. On va pouvoir se rendre compte que la réaction inflammatoire a débuté, donc les cellules sentinelles ont détecté les agents pathogènes et ont libéré leurs médiateurs chimiques de l'inflammation. Parmi ces médiateurs chimiques de l'inflammation, il y a l'histamine qui a pour conséquence, si on compare les deux coupes, d'augmenter la taille des vaisseaux sanguins. On parle de vasodilatation. Et si on a une vasodilatation, on va aussi avoir un afflux de plasma sanguin au niveau de la zone infectée. D'ailleurs, au passage, c'est cet afflux de plasma qui va être responsable du gonflement, de la rougeur et de la chaleur, 3 symptômes que nous avons évoqués en tout début du chapitre. Deuxième médiateur chimique de l'inflammation dont on va évoquer dans ce chapitre, c'est la molécule TNF. On va pouvoir se rendre compte que lorsqu'il y a du TNF qui est libéré, on va avoir l'augmentation d'une molécule qui s'appelle la sélectine. Qu'est-ce que c'est que la sélectine? La sélectine, c'est une molécule d'adhésion qui va qui va pouvoir s'exprimer au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins. Donc normalement, les globules blancs circulent dans les vaisseaux sanguins. Si jamais
des cellules sentinelles ont détecté des micro-organismes pathogènes, et bien ces micro-organismes pathogènes vont libérer des médiateurs chimiques de l'inflammation. Histamine, on en a déjà parlé, mais également TNF. Et là, on vient de dire que TNF a pour conséquence l'expression de sélectine. Donc on va avoir de plus en plus de sélectines qui vont s'exprimer à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Ces sélectines sont des molécules d'adhésion et donc vont permettre d'arrimer, d'accrocher les globules blancs qui circulent normalement dans le vaisseau sanguin. Ces globules blancs vont venir s'accrocher et ensuite vont pouvoir traverser les vaisseaux sanguins pour aller en direction de la zone infectée, de la zone où on trouve les micro-organismes pathogènes. C'est ce que vous avez ici en photo. Vous avez le granulocyte qui est donc un globule blanc qui intervient dans la réaction inflammatoire. Donc ici, il est dans le vaisseau. Ici, vous avez le tissu infecté et vous avez la paroi. Ce qui va se passer, c'est que du coup, le TNF, la molécule TNF va être libérée. La molécule TNF va avoir pour conséquence l'expression de sélectine de plus en plus importante au niveau de la paroi. Le granulocyte va pouvoir s'accrocher à cette sélectine et ensuite, on peut voir que le granulocyte va traverser la paroi en direction du tissu infecté. Donc si je récapitule, histamine et TNF sont deux molécules qui font partie de la grande famille des molécules médiateurs chimiques de l'inflammation. Ces médiateurs vont avoir pour conséquence l'augmentation des vaisseaux sanguins, un afflux de plasma et un phénomène de diapédèse, c'est-à-dire de traverser des globules blancs en direction de la zone infectée. Et ces globules blancs, il va falloir retenir les deux noms, ce que je vous ai dit en début de séance, granulocytes, qu'on appelle aussi, pour information, polynucléaire neutrophile, mais nous, on va retenir granulocytes, et on va retenir la deuxième catégorie, monocytes. Vous pouvez d'ores et déjà avoir cette information à retenir. Pour information, parmi les granulocytes et les monocytes qui vont arriver sur la zone infectée, les granulocytes vont rester tels quels. Par contre, les monocytes qui arrivent dans la zone infectée, on ne les appelle plus des monocytes, mais on va les appeler des macrophages. Dernière information de notre déroulement de la réaction inflammatoire, que vont faire ces macrophages, donc les monocytes qui se sont transformés au niveau de la zone infectée, et les granulocytes. Vous avez vu cette petite vidéo lors du TP, vous avez pu constater ici soit un granulocyte, soit un macrophage. Ici, ce n'était pas précisé dans la vidéo, mais ces deux cellules vont avoir la même réaction. Et bien, ces cellules vont faire ce qu'on appelle le phénomène de phagocytose. C'est ce que vous êtes en train de voir à l'écran. Retenez phagocytose, ça commence par un P comme Pac-Man. Pac-Man, si vous connaissez, ça mange. Et bien, retenez que les granulocytes macrophages sont des cellules phagocytaires. Elles vont phagocyter les éléments pathogènes. Donc c'est ce qu'on peut également voir ici. On a notre globule blanc qui va venir phagocyter un élément étranger. Pour terminer cette première vidéo, puisqu'il y aura une deuxième vidéo à regarder, eh bien, je vais vous demander de réaliser ce schéma bilan. Vous avez donc, première étape, un micro-organisme pathogène. Ce micro-organisme pathogène va venir contaminer et surtout infecter notre patient. Ce micro-organisme pathogène va être détecté par des cellules sentinelles. Les cellules sentinelles détectent les micro-organismes pathogènes grâce à leur récepteur PRR. À partir du moment que la cellule sentinelle a détecté l'élément étranger, notre cellule sentinelle va sécréter des médiateurs chimiques de l'inflammation. Ces médiateurs chimiques de l'inflammation vont avoir plusieurs conséquences, une vasodilatation, mais aussi une diapédèse, une traversée de globules blancs, monocytes et granulocytes, en direction de la zone infectée. Donc ils vont sortir des vaisseaux sanguins pour aller en direction de la zone infectée. Ensuite, granulocyte reste tel quel, monocyte va se transformer en macrophage, granulocytes et macrophages vont venir ensuite réaliser l'action de phagocytose, vont venir gober, manger les éléments pathogènes pour les détruire.